Paris avait ce goût de fête et de fatigue mêlée que prennent les rues en décembre. Des guirlandes fatiguées frémissaient au balcon, des néons tremblotaient derrière la buée des vitrines, et les parfums, bois brûlés, agrumes confits, cuir mouillé, se mêlaient aux éclats polis des trottoirs. Dans le quartier des ambassades privées et des restaurants étoilés, les lustres jetaient des nappes de lumière sur des tables où le cristal scintillait comme un petit ciel. Là, sous la lueur jaune, la ville prétendait célébrer la chaleur humaine. À 10 mètres, les soupirs restaient parfois muets. Marguerite Beaumont était assise à une table en retrait de la couronne d'or, la joue tournée vers la salle comme une sentinelle tranquille. Son visage portait les plis doux et précis de la vie longue, rides qui racontaient des hivers et des étés, des mains où la peau avait appris la discipline du toucher. Elle tenait, entre ses doigts, un petit pendentif en argent, deux mains stylisées se rejoignant en forme de cœur, que personne dans la salle ne regardait. Elle lisait sur les lèvres. Le mouvement des mâchoires, l'arc des syllabes, la danse des lèvres lui racontaient les conversations comme une langue secrète que son corps avait apprise enfant. Les sons lui manquaient, comme il manque parfois la lumière derrière un rideau tiré, mais la présence, l'intensité de l'autre, elle les sentait au creux des gestes. Une main se posant, le frôlement d'un manteau, l'ombre d'un sourire. On distinguait, à l'autre bout de la salle, un groupe protégé par la chaleur de ses conversations. Alexandre Beaumont, silhouette droite, costume impeccable, la montre qui renvoyait des éclats, et Véronique à son bras, sourire mesuré. Alexandre était une figure connue des pages économiques. Son nom flottait dans les rubriques comme un mot qui rassure les banques et détend les rideaux des réunions. Mais il y avait, chez lui, quelque chose qui résonnait de loin avec la pudeur. Un retrait soigneux, une honte polie que le luxe n'arrivait pas à dissiper. Il voyait la ville et se plaçait dans la ville comme on construit une identité de pierre taillée. Marguerite, qui connaissait la forme de sa bouche, savait de ce même visage, avait autrefois prononcé des mots doux et tremblants à son oreille. Elle attendait. Sophia Rodriguez essuyait un verre derrière un rayon de lumière, les doigts fins couverts d'un petit voile de farine sèche. Elle travaillait depuis l'aube et portait dans ses paumes l'habitude des gestes précis. Immigrée de la région sud, elle avait appris vite les règles du service. La parfaite inclinaison du plateau, le silence poli qui permet aux riches de parler sans écorcher la surface lisse du monde. Pourtant, il lui restait une rue de Belleville dans le sourire, une attention au balcon où passent les vies simples. Quand elle passa devant la table de Marguerite, elle vit la femme comme on remarque un livre familier sur une étagère. Ses yeux n'étaient pas perdus, mais la salle l'évitait. Sophia nota les mains, le pendentif, la manière dont Marguerite suivait les conversations à distance. Elle sentit, sans savoir comment le nommer, que quelque chose dut être fait. Avant que la soirée ne dérive vers ses éclats et ses murmures, restez avec cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous touche, pensez à vous abonner et à laisser un like pour soutenir des récits qui mettent en lumière ce que la ville cache. Merci de rester jusqu'à la fin. La note tomba, le murmure des serviteurs glissa comme un rideau. Alexandre aperçut Marguerite et ses traits se fermèrent pendant une seconde, comme si la porte d'un closet s'était refermée sur un souvenir qu'on préfère laisser fonte. Il ne s'était pas assis avec elle depuis des années. Véronique répondit à son regard par la curiosité polie d'une compagne qui ne partage pas les cicatrices familiales, seulement celles des mondanités et des rendez-vous. Un serveur s'approcha, carnet en main, pour proposer le menu du chef. Marguerite, qui ne parlait presque plus à voix haute, fit un signe maladroit, une main qui cherchait les mots qu'elle n'entendait plus. L'homme, pressé, haussa un sourcil. La table réservée de M. Beaumont avait ses codes, et la présence indépendante d'une vieille femme au bord du groupe était pour lui un élément perturbant. Il se pencha et, d'un ton aseptisé, murmura des mots que Marguerite ne capta pas. Elle sourit doucement, puis se redressa pour lire sur ses lèvres, pour chercher la courbe qui lui permettrait de comprendre. « Madame, nous, dit le serveur, en essayant d'ordonner l'espace social. » Alexandre, depuis sa table, fit un geste bref. « Maman, pas ce soir, ce n'est pas un endroit pour… » Sa bouche n'était pas dure, c'était plutôt une phrase découpée par l'embarras, par la peur d'être jugé. Il évita le contact visuel, comme si toucher la vérité allait la rendre collante. Marguerite vit ce geste. Elle sentit l'abîme, mais son visage resta de marbre. Non pas de marbre sans émotion, mais plutôt façonné pour ne pas céder à la douleur. Elle posa sa main sur le pendentif. Le bijou, usé par des années de caresses, brillait comme un petit soleil froid.
Sophia, qui avait observé de loin l'échange, se retint de commenter. Elle connaissait trop les codes. Intervenir auprès d'un client puissant pouvait être mauvais pour sa carrière, voire pour sa sécurité. Pourtant, quelque chose dans la façon dont Marguerite fixait la table, dans la manière dont ses doigts cherchaient l'air, fit vaciller l'obstacle. Sophia ramassa un menu, approcha, et, au moment où le serveur allait répéter l'invitation à partir, elle se pencha vers Marguerite et écrivit, d'un trait rapide sur le dos du carnet, « Voulez-vous boire quelque chose? Je peux appeler quelqu'un qui signe. » Elle sut, dans l'urgence, que les mots écrits pouvaient franchir ce silence auquel Marguerite n'avait pas demandé de rester. La vieille femme lut, cligna les yeux. Un sourire fragile traversa son visage, la reconnaissance d'un geste simple, non spectaculaire, mais offert sans triomphe. Elle signa, lentement, comme pour mesurer chaque mouvement, « Merci ». Sophia, sans prétendre comprendre toutes les nuances de la langue des signes, répondit par une série de signes appris sur le tas, des gestes recueillis sur les vidéos pour touristes qu'on regarde à la hâte. Elle montra son cœur, puis ses mains, puis fit mine de boire. Les signes étaient maladroits, approximatifs. Marguerite sourit d'autant plus, parce qu'elle percevait l'effort, l'intention. Alexandre haussa les épaules et fit un geste discret vers le maître d'hôtel. « Arrangez ça, je vous prie. » Sa voix, froide comme une façade, laissait la décision au décor. Le maître d'hôtel, homme à l'échine droite, sourit devant la politesse d'Alexandre et dit « Bien sûr, monsieur. Si madame veut bien nous suivre, nous avons une table plus discrète. » Il posa la main, poli, sur le dossier de la chaise de Marguerite pour l'inviter à se lever. Le contact fut bref. Marguerite, sans rien dire, pressa le pendentif contre sa poitrine, comme si l'objet pouvait retenir un souvenir. Elle trembla légèrement, pas d'un froid extérieur, mais d'un froid intérieur causé par l'isolement que son fils, par amour ou crainte, lui imposait. Sophia vit la main sur le dossier et l'inconfort qui en résulta. Avant que la vieille femme ne se lève, elle posa une main sur l'autre, douce, et signa « Attendez ». L'acte fut minuscule, mais il interrompit la mécanique, non par force, mais par une pause qui retrouvait l'humanité. Le maître d'hôtel hésita une seconde, ce micro-temps, ce battement, transforma la scène. Catherine Leroy, qui était là pour une chronique des fêtes, avait, par hasard, une table non loin. Elle avait le regard des journalistes, un mélange de distance et de curiosité qui sait repérer une tension prête à éclore. Elle remarqua l'échange, la main de Sophia, le pendentif, le parachèvement du monde d'Alexandre qui ne voulait pas se salir. Ses doigts cherchèrent sur son téléphone une prise de notes, sa main trembla presque, non pas d'excitation basse, mais d'un pressentiment que la ville aimait. Une histoire à la fois intime et révélatrice. Elle n'alluma pas son enregistreur, elle observait, attentive, comme on lit une phrase délicate. Sophia prit la décision qui allait modifier des trajectoires. Elle alla chercher un interprète en LSF, non pas par sensation de mise en scène, mais parce qu'elle pensait que Marguerite méritait la parole complète, pas seulement les miettes que la politesse laissait. Elle connaissait Marie, qui travaillait parfois comme traductrice pour d'autres établissements. Marie arriva en quelques minutes, bâton de voix silencieux. Une femme au geste sûr, à la présence calme, qui sut, en entrant, qu'elle était là pour rétablir une chose simple mais essentielle, l'écho. Marie signa vers Marguerite, et la vieille femme répondit avec une rapidité tranquille, comme si la langue se remettait en place après une panne. Ce que succéda ensuite fut d'abord une conversation entière, fluide et longue, dont la salle, presque étonnée, prit une partie en regardant. Alexandre regardait, et sa gorge sembla se contracter. Marguerite parlait de choses simples, la recette d'un gâteau qu'elle gardait dans sa tête, le nom d'un jardin où elle avait promené un enfant, des cris de rire lointains. Marie traduisait les mains comme des ailes. Sophia, qui observait la restitution, sentit la chaleur revenir dans l'air. C'était comme si une fenêtre s'ouvrait sur une chambre oubliée. Et pourtant, une autre fenêtre s'ouvrit ailleurs, celle des téléphones. Un client capta, d'un geste discret, l'image de Marie signant et de Marguerite souriant. Un autre envoya les images à un ami journaliste. En quelques minutes, un court montage circula, d'abord sur une chaîne d'infos locale, puis sur les réseaux. Le clip montrait surtout la tendresse et la maladresse. Sophia qui avait écrit sur un carnet, Marie qui signait rapidement, le pendentif qui brillait. Les premières réactions furent partagées.
Compassion, incompréhension, fureur sourde contre l'indifférence sociale. Un hashtag apparut, tout simple, hashtag la main de Noël. La diffusion fut fulgurante. Les commentaires, d'abord nombreux et étonnés, racontaient des histoires qui se rejoignaient. Grand-mères isolées, familles qui renoncent, petites mains qui sauvent ce que la loi et les institutions oublient. Pour Marguerite, c'était une pluie de visages inconnus qui applaudirent silencieusement à travers des écrans. Pour Alexandre, c'était une autre chose. La réalité publique venait heurter la construction qu'il avait patiemment montée pour se protéger. Il sentit un vertige, non de honte seulement, mais d'un calcul ancien qui se décollait. Son téléphone vibra, il le saisit et, pour la première fois depuis longtemps, contempla son nom mêlé à la compassion publique pour une femme qu'il aimait, mais dont il avait fui les questions. Les réactions furent rapides et variées. Certains louèrent le geste de Sophia, d'autres remercièrent la traductrice. Quelques comptes, à la tonalité plus acerbe, relevèrent la froideur d'Alexandre, publiant captures et montages pour souligner le contraste. La salle du restaurant devint, à la fois, un théâtre d'émotions et un foyer d'images qui s'échappait vers une ville occupée. Marguerite, qui suivait tout par le regard, sentit le monde extérieur comme un souffle qui venait caresser la fenêtre. Elle sourit, encore, parce que malgré le tumulte, elle avait désormais des voix qui lui revenaient. Sophia, elle, resta derrière la barre, les mains encore humides d'eau, mais la poitrine pleine d'une chaleur nouvelle. Elle avait, par un acte discret, fiché une graine dans le terrain sec de la société. Elle ignorait quel arbre pousserait, mais elle croyait, maintenant, qu'il pousserait. Alexandre sortit sur la terrasse, l'air froid de décembre frappant contre sa joue comme un cassement. Il regarda la ville, l'éclat glacial des lumières, et sentit pour la première fois la solitude d'un homme protégé par ses habits mais vulnérable au regard. Il n'avait pas encore décidé. Parler, défendre, dépenser, ignorer. La tempête qui venait de naître sur les réseaux forçait une décision. À l'intérieur, Marguerite rangeait ses mains sur le pendentif, comme si elle mettait un talisman contre l'imprévisible. Autour d'eux, le restaurant reprit peu à peu sa respiration, mais quelque chose avait changé. Le silence n'était plus une trahison, il était devenu une question. À l'extérieur, en bas de l'entrée, une petite foule commença à se rassembler, d'abord curieuse, puis déterminée. Des photographes, des passants et, silencieuse mais insistante, la rumeur numérique qui transforme un instant en débat. Dans l'air froid, une autre histoire commençait à se nouer, non pas une vengeance immédiate, mais une chaîne de regards, de gestes, de décisions qui allait forcer la ville à reconnaître ce que certains pensaient pouvoir dissimuler. Sophia retourna dans la salle et déposa une assiette devant Marguerite, une tranche de bûche, sobre, avec un soupçon d'orange confite. Elle la posa doucement en regardant la vieille femme. Marguerite effleura la douceur du doigt, puis écrivit sur le carnet que Sophia lui tendait « Pourquoi ?» Sophia sourit, chercha ses mots, signa maladroitement et écrivit à son tour « Parce que vous n'êtes pas seul ». Marguerite lut et ses yeux se remplirent d'une lumière qui ne venait pas des lustres. La ville avait allumé ses téléphones. La nuit, désormais, n'appartenait plus seulement aux riches. Une question restait ouverte qui dérangeait les certitudes. Comment réparer l'injustice invisible d'ordinaire sans tomber dans la vindicte, sans réduire les personnes à des symboles? Les réponses allaient prendre du temps. Mais ce soir-là, dans un restaurant dont les nappes brillaient encore, une serveuse avait choisi de ralentir la mécanique sociale et d'offrir à une femme sourde la possibilité de reprendre sa parole. C'était le premier geste d'une série qui promettait d'être plus grande que la somme de ses acteurs. Les notifications explosaient. Dans l'appartement de la rue des Tilleuls, une assistante d'Alexandre lut les premiers articles et sentit le sommet patiner. Au téléphone, des appels demandaient des déclarations, des communiqués. Ce soir, elle s'ouvrit sur autre chose, une rumeur qui voulait se faire vérité. Il marcha jusqu'à la table où Marguerite restait assise, un peu reculée, la nappe blanche pareille à un champ de neige où quelques miettes semblaient d'une importance capitale. Sophia, à ses côtés, le dévisagea un instant sans jugement, seulement avec la fermeté tranquille de qui a choisi de protéger. Marie se tenait là aussi, la main serrée autour d'un carnet, prête à écrire. Jean-Pierre s'était approché sans bruit, comme pour fermer un cercle. Alexandre sentit le monde se réduire aux 4 visages devant lui. Il s'inclina, maladroit, comme pour prononcer un mot qu'il n'avait pas encore formulé. Les mots se pressaient, il craignait que les siens n'aillent pas dans le bon sens.
Il regarda Marguerite, chercha dans ses traits quelque chose qui lui dirait si une parole était possible, et finit par effleurer la poche intérieure de son manteau pour en sortir un stylo. « Je… » commença-t-il, puis se tut. Il prit la feuille que Sophia lui tendit, écrivit à la hâte, puis la glissa vers elle. Ses mains tremblaient légèrement. Elle lut, lentement, comme si chaque lettre exigeait sa vérité. Les traits de son visage ne trahirent rien, puis se dessinèrent dans une surprise contenue. Il y avait là, écrit, une phrase courte et claire. « Je suis venu pour écouter. » Marguerite hocha la tête, la feuille entre ses doigts ridés. Aucun éclat, seulement une acceptation mesurée. C'était moins une ouverture qu'une mise à l'épreuve, accepter d'être écouté sans être instrumentalisé. Dans la salle, au dehors, les voix montèrent. Des journalistes s'étaient massés au trottoir, leurs silhouettes découpées par les lumières vives. Quelques téléphones avaient capturé les premiers gestes, les premières lueurs de compassion, puis la mécanique avait repris. Demande de rendez-vous, proposition d'interview, mail frénétique. Mais ici, à table, l'heure était celle du silence partagé. Jean-Pierre posa la main sur l'épaule d'Alexandre, non pour le soutenir, mais pour rappeler la nécessité d'une décision pensante. Il parla à voix basse, assez pour que les autres entendent, mais pas pour les micros. « Il faut que vous compreniez une chose, dit-il. Ce que vous ferez maintenant ne servira pas seulement votre image. Il y a des conséquences humaines. Vous pouvez réparer ou vous pouvez faire pire. Réparer demande patience, réparer demande humilité. » Alexandre acquiesça. Les mots de Jean-Pierre frappaient par leur évidence. Il ne s'agissait plus d'une stratégie, mais d'un acte. Il se souvenait fugitivement d'un autre hiver, d'une main qui avait cherché la sienne et s'était serrée trop tard. Il se demanda si la réputation sanglotait moins que les vies touchées. Il n'avait pas de réponse, seulement la volonté de ne pas ajouter de violence. Sophia traduisit en signes ce qui avait été dit. Marguerite répondit par une écriture lente où chaque mot semblait peser. « Je ne veux pas de spectacle. Je veux qu'on arrête de me prendre pour un objet. » Le silence suivit la lecture. Pour une fraction de seconde, tout le reste, les caméras, les notifications, la ville en éveil, parut lointain. C'était une injonction simple et sévère. Ne pas réduire l'autre à une image. Véronique, à l'écart, observait le petit groupe comme on observe une partie d'échecs. Calculer la prochaine avancée, mesurer le temps qui donnerait l'avantage. Elle savait qu'un geste public bien tourné pouvait étouffer la tempête. Mais qu'en était-il de la vérité intérieure? Son sourire était sans chaleur. Elle fit un pas, proposa d'une voix claire. « Nous devons établir un cadre, une déclaration courte, contrôlée. Pas de photos, pas de vidéos. Un communiqué pour expliquer que vous ressentez des remords et que vous cherchez à rencontrer la personne concernée. » Jean-Pierre secoua la tête. « Une déclaration, oui, mais pas pour se couvrir. Les mots doivent venir du cœur, pas du service de communication, sinon ce sera pire. » Les avis divergeaient, mais tous s'accordèrent sur une chose. Marguerite restait maîtresse de sa parole. Aucune décision ne serait prise sans son consentement. Cette ligne rouge, posée par Sophia et Marie, était le premier point d'appui d'une stratégie différente. Ne pas répondre à la voracité, mais à la dignité. Un journaliste, appuyé contre la vitrine, tenta une percée. Il ne franchit pas la porte, mais parla vers l'intérieur, microphone levé. « Monsieur Lefebvre, une réaction. Allez-vous présenter des excuses publiques ?» Alexandre ne répondit pas. Il savait qu'une phrase hors de mesure se transformerait en headline. Il préféra le geste invisible, se lever, retirer son manteau, tendre la main non vers la caméra, mais vers la table. Dans cette petite action, il cherchait une forme de réparation plus authentique. La ville, dehors, continuait d'osciller entre l'indignation et la compassion. Sur les trottoirs, des passants lisaient les titres. Quelques-uns ruminaient un sentiment de triomphe, la chute d'un homme public les rassurait. D'autres se sentaient mal à l'aise, comme si la chasse leur retirait quelque chose d'humain. Sur les réseaux, les conversations se déroulaient en rafales. Il y avait ceux qui réclamaient la tête d'Alexandre, ceux qui lui conseillaient la langue de bois, et plus surprenant, des voix lentes et patientes qui tentaient de rappeler la complexité. Sophia, pendant ce temps, préparait du thé pour Marguerite. Le geste était simple, mais il portait la lourde promesse d'une normalité restaurée. Elle débarrassa la table des assiettes restantes, plia les serviettes, remplaça la lumière trop crue d'une bougie discrète.
Marguerite, regardant la flamme, sembla respirer mieux. « Vous avez peur » écrivit-elle, puis ajouta sur un ton moins défensif. « Ou vous êtes en colère ?» Alexandre prit le stylo. Ses doigts tremblaient un peu moins. Ce n'était pas un triomphe public, ce n'était pas même encore une rédemption. C'était l'amorce d'un chemin où les mots devraient s'accompagner d'actes. Les projecteurs médiatiques n'avaient pas disparu. Ils allaient revenir, et plus fort peut-être. Mais il comprit que l'essentiel se jouerait loin des flashs, derrière des portes fermées, dans des rendez-vous à voix basse et des engagements tenus. Il quitta le restaurant, laissant derrière lui les effluves du thé et la petite bougie qui brûlait encore, comme un témoin discret d'une nuit où l'on avait choisi, pour un instant, de respecter la fragilité d'une vie. Dehors, la rue des Tilleuls s'étirait sous le jour naissant. Des affiches publicitaires clignotaient sans comprendre ce qui venait de se produire. Alexandre marcha quelques pas, puis revint, tira son téléphone de sa poche et composa un numéro, celui de Jean-Pierre. La voix à l'autre bout fut claire, prête. « On commence par l'écoute, dit-il. On ne court pas après les gros titres. Vous suivez ce que Marguerite demande. Vous vous y tenez. » Alexandre respira, sentit le poids et la nécessité de l'engagement. Il n'y avait plus d'échappatoire possible. La ville, elle, continuerait d'attendre. Mais maintenant, il savait que ce qu'elle attendait, parfois sans le dire, était moins un spectacle que la vérité des actes. La journée s'ouvrait et promettait d'être longue. Ils allaient organiser des rencontres, recevoir des appels, répondre à des journalistes, faire face à des menaces et à des soutiens. Mais pour l'instant, dans cette lumière pâle, la chose la plus importante restait simple, écouter. Un mot qui, soudain, portait la lourde promesse d'une réparation possible. Et dans la salle encore chaude du restaurant, Marguerite posa sa main sur le carnet, regarda la bougie se consumer et, pour la première fois depuis longtemps, sentit qu'une main invisible, peut-être prudente et maladroite, commençait à remettre en ordre ce qui avait été dérangé. Le matin prit corps dans une pluie fine qui lavait les vitres et rendait les pavés plus nets. Alexandre marcha sans hâte vers le petit local que Jean-Pierre lui avait indiqué, un rez-de-chaussée sobre, aux volets peints d'un bleu usé où s'affichaient des feuilles volantes. Permanence d'écoute, atelier de réinsertion. Il n'y avait ni logo clinquant, ni bannière de soie, juste un capharnaüm de chaises empilées, des crayons qui traînaient, une cafetière dont l'odeur était plus généreuse que le mobilier. Claire, la coordonnatrice, l'accueillit sans effusion, mais avec une précision qui rassurait. Elle avait les mains tachetées d'encre et un manteau qui sentait le savon. Jean-Pierre se tenait déjà là, yeux vifs, sourire fatigué. Ils l'invitèrent à s'asseoir autour d'une table recouverte de prospectus froissés et de tasses ébréchées. « Nous commençons par la parole, dit Claire, pas de promesse de changement immédiat. Vous êtes venu pour écouter, non pour vous faire pardonner devant les caméras. » Alexandre hocha la tête, sourit d'un geste gauche, puis posa ses mains sur la table, comme pour se rappeler qu'il tenait quelque chose de réel. Il n'offrit ni argent, ni projet spectaculaire. Il proposa son temps. C'était peu, pensa-t-il, mais c'était désormais le seul capital qu'il détenait sans réserve. Les heures qui suivirent furent décevantes et précieuses. Il accompagna une permanence téléphonique, apprit à laisser parler les silences, à ne pas combler la phrase d'autrui par une vaine explication. Une femme, la voix cassée, déclina net son offre de café, puis parla d'un ex-compagnon qui revenait parfois. Un homme, la mâchoire serrée, remit 100 fois la même question. « Pourquoi moi ?» Alexandre n'eut pas de réponse qui contente, seulement des oreilles. Il apprit à reconnaître la nuance entre l'écoute et l'envie de plaider sa cause. À l'extérieur, les réseaux bruisaient encore. Quelques articles, des commentaires aigus, des émissions qui appelaient à la sanction ou au pardon. Mais dans la permanence, la temporalité était autre, plus lente, tissée de gestes modestes. Jean-Pierre observait Alexandre sans jugement public, comme on regarde un apprenti qui apprend à manier un outil. « Vous verrez, dit-il finalement, on ne change pas une réputation en une journée, mais on respecte des personnes, et parfois cela suffit pour que la colère se calme. » La première réunion officielle fut fixée pour le lendemain avec quelques habitantes et habitants du quartier. Marguerite avait accepté d'y assister. Claire souhaitait aussi la présence d'un avocat bénévole pour clarifier les limites et d'une éducatrice.
Le dispositif était frêle, mais il existait. Et, pour la première fois, Alexandre comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de ces gestes isolés. Il faisait désormais partie d'une chaîne dont chaque maillon hésitant pouvait faire toute la différence. La nuit suivante, il lut les messages sur son téléphone avec une sorte de peur appliquée. Certains étaient compassionnels, d'autres froids et tranchants. Un message anonyme évoquait des vidéos anciennes, des images qui pouvaient refaire surface. Il sentit un vertige familier. L'angoisse de la surface spectaculaire, l'appel du show qui guettait, prêt à engloutir les petites réparations. Mais il pensa à la phrase de Marguerite « Écoutez quand je vous parle », et cette injonction simple le ramena à l'essentiel. Il n'écrivit rien sur les réseaux, il choisit la présence. Le lendemain, à l'aube, il passa au restaurant pour serrer la main de ceux qui avaient accepté de l'aider à tisser une routine sans projecteur. Il offrit des cafés, nettoya des miettes, écouta des récits de vie que l'on lui confiait entre deux commandes. Une des serveuses, Sophie, lui parla d'enfantage, de ses craintes pour sa sœur, et lui demanda sans détour s'il venait pour de vrai. Alexandre répondit par un silence, puis par une promesse simple « Être là, mardi et jeudi, à la permanence ». Sophie serra les lèvres. La promesse semblait mince, mais tenable. Cela lui suffit. La rumeur pourtant se raviva. Un journaliste indépendant chercha à obtenir une interview exclusive. Alexandre accepta une conversation hors caméra, à condition qu'elle respecte la confidentialité des personnes accueillies. Le journaliste tint parole, mais d'autres n'en firent rien. Un matin, une photo le surprit sur la page d'un tabloïd en ligne, lui, de dos, en train de sortir du local, le visage partiellement caché sous une capuche. Le titre était tranchant. Les commentaires jaillirent, et certains abonnés réclamaient encore des révélations. Ce fut un moment dangereux. La fureur publique, même tempérée, était comme une houle qui pouvait renverser la barque. Alexandre se sentit tordu vers l'ancien monde, où l'image faisait loi. Il résista. Il alla s'asseoir dans la salle commune, prit une chaise vide à côté de Marguerite et ne prononça rien. Il la regardait écrire d'un geste lent dans son carnet. Elle posa sa main dessus, releva les yeux et sourit, cette fois-ci sans défi, avec une sorte d'approbation mesurée. « Vous êtes venu, dit-elle simplement. C'est déjà beaucoup. » Les jours suivants gagnèrent en régularité. Il accompagna des démarches administratives, se rendit à la préfecture du quartier pour soutenir une dame menacée d'expulsion, une formalité qu'il mena avec une humilité nouvelle, et se retrouvait souvent, le soir, à relire ses notes pour comprendre où il avait maladroitement imposé sa volonté. Parfois, il se trompait, il proposait une solution non sollicitée, glissait un conseil inutile. Les regards le reprenaient, il apprenait à demander « Voulez-vous que je fasse cela pour vous ?» Au-delà des rencontres directes, il commençait à tenir un journal, non pour la presse, mais pour lui-même. Il notait les paroles, les refus, les silences. Il consignait les petites victoires, un appartement retrouvé, une lettre écrite, un enfant remis à l'école. Ces lignes, personnelles et sans audience, devinrent une boussole. Parfois, il relisait la première phrase que Marguerite avait tracée. « Alors, écoutez quand je vous parle ». Elle était devenue un mantra discret. La vraie épreuve arriva quand l'une des personnes qu'il fréquentait à la permanence, une femme prénommée Amina, accepta de parler publiquement de sa situation, attirant l'attention d'un podcast influent. Elle le fit en son nom, sans réclamer d'apologie pour Alexandre, mais sa parole ouvrit une fenêtre médiatique. On redemanda qu'il s'explique sur ses actes passés, sur sa responsabilité. Alexandre fut invité, il accepta, à une condition, que la parole des autres soit entendue en égalité. Le podcast se déroula dans une salle modeste, les micros crachotèrent. Amina parla d'abord, sa voix tremblante, puis d'autres prirent la parole. Alexandre écouta. Il n'essaya pas de convaincre par de belles phrases. Il avoua ses manquements et parla, surtout, de son engagement à l'écoute. Peu à peu, l'orage médiatique sembla perdre de son intensité. Les gros titres cherchèrent un scandale, mais ils trouvèrent une routine qui n'était pas spectaculaire. Le soir, en rentrant, il passa devant le restaurant où Marguerite l'attendait. La petite bougie allumée dans la vitrine semblait toujours veiller. Il s'assit en face d'elle, la rue était plus calme. Ils parlèrent longtemps, mais sans lyrisme. Marguerite expliqua comment, enfant, elle avait appris que la dignité tient à des gestes minuscules. Garder un manteau, offrir un verre d'eau, répondre à un prénom. Ces exemples, anodins, formaient selon elle la matière première d'un monde respectable. « Il ne s'agit pas de réparer une seule fois, dit-elle.
Il s'agit de faire de la réparation une habitude. C'est long, mais c'est durable. Alexandre respira, comme si quelque chose en lui se posait. « Et si je faiblis » demanda-t-il, presque sans vouloir savoir la réponse. Marguerite le regarda, sans pitié, ni mépris, avec la lucidité d'une personne habituée aux rechutes et aux retours en arrière. « Alors repartez, répondit-elle, et commencez encore. On ne vous demandera pas la perfection, on vous demandera la constance. » La ville continuait d'offrir ses petites victoires et ses piques. Les photographes restaient aux lisières, certains voisins regardaient avec défiance, d'autres avec gratitude. Alexandre s'efforçait de ne pas dramatiser le tempo des changements. Il comprit que la réparation n'était pas une scène, mais une série de jours, monotones et tenaces, où la parole et l'acte finissaient par s'aligner. Le lendemain matin, la salle de la permanence se remplit d'une lumière plus douce. Les chaises avaient trouvé leur place. Une nouvelle affiche annonçait un atelier. Reconstruire la confiance. Alexandre passa la porte et sentit, pour la première fois depuis longtemps, que le mouvement de sa vie avait une direction plausible. Il prit place, prêt à écouter, prêt à se laisser transformer encore une fois par la patience des autres. La salle restait son silence quelques secondes après l'affiche, comme si les chaises elles-mêmes avalaient sa promesse. Un homme aux tempes grisonnantes, qui menait souvent ses ateliers, se leva et posa sur la table une petite boîte de feutre et des fiches pliées. Il parlait doucement, comme s'il craignait de rompre quelque chose de fragile. « Nous allons d'abord apprendre à écouter, dit-il. Pas à répondre, pas à corriger, à entendre. » On fit des exercices simples. Se mettre par deux, raconter en 1 minute une chose qui aurait compté la semaine passée, puis reformuler ce que l'autre avait dit sans ajouter de jugement. Alexandre sentit ses mains trembler la première fois qu'il dut se taire. Une fois, il réprima l'envie de parler pour expliquer comment il aurait agi. Il se concentra sur la respiration et reprit la phrase de son partenaire, comme il l'avait lue dans son carnet. « Vous dites que… » La voix de l'homme en face se calma, surpris d'être entendu de cette façon. Après la première rotation, vint le moment où chacun devait inventer une proposition d'action concrète, quelque chose de mesurable et fait pour durer. Les idées vinrent en désordre, un accompagnement au rendez-vous, une aide pour remplir des formulaires, des visites hebdomadaires à des personnes isolées. Quand vint le tour d'Alexandre, il se sentit exposé, comme si l'atelier tournait une lumière sur une ancienne photo où tout paraissait délavé. « dit-il enfin, je proposerais d'aller 1 fois par semaine chez ceux qui ne sortent pas pour parler à leur place, mais pour les aider à faire ce qu'ils veulent faire. » Un murmure d'approbation, puis la parole se tourna vers une femme aux cheveux courts, Lucie, dont le regard savait être à la fois curieux et accusateur. « Et comment s'assurer que ce n'est pas pour la photo ?» demanda-t-elle. « Comment savoir si ce geste est pour eux ou pour qu'on parle de vous dans un papier ?» Les mots étaient tranchants, mais sans haine. Elle cherchait une vérité simple. Alexandre sentit le pouls battre à ses tempes. Il aurait pu répondre par la défense habituelle « je ne fais pas ça pour les médias » ou par une longue justification. À la place, il prit le carnet que Marguerite lui avait offert au début, l'ouvrit et lut à voix basse ce qu'il y avait écrit la veille. Demandez toujours la permission, ne pas devancer, quitter la scène quand on me le demande. Sa voix trembla, mais resta honnête. « Je ne peux pas vous garantir les intentions des autres, admit-il. Je peux seulement m'assurer de la mienne. Si vous me surprenez à chercher la lumière, dites-le moi, et je partirai. » Un silence plus doux suivit. Amina, assise non loin, prit la parole, sans grand cérémonial. « Ce que je demande aux gens, dit-elle, c'est de tenir parole. Les grands mots, on les entend souvent. Ce que je veux, c'est la constance. Si quelqu'un vient 1 fois, c'est bien. S'il revient, c'est mieux. Nous devons pouvoir compter sur les mêmes visages. » Marguerite hocha la tête, comme pour sceller l'évidence. Sa présence, discrète dans un coin, pesait plus que les phrases. Elle était devenue une référence, un ton dans la conversation. Alexandre la regarda. Elle lui adressa un signe minuscule, presque invisible. Un signe d'encouragement, pas d'autorisation. L'atelier se termina par un exercice collectif. Chacun écrivit sur une petite fiche le geste qu'il s'engageait à répéter pendant 3 mois. Les fiches furent déposées dans la boîte au centre, Alexandre glissa la sienne, le cœur léger d'avoir transformé une idée abstraite en engagement tangible.
En sortant, la clarté avait changé, la rue paraissait moins menaçante. Un journaliste, qui avait suivi la chronique du podcast, attendait à l'entrée. Il s'approcha, micro en main, cherchant une phrase qui ferait le tour d'un écran. Alexandre sentit l'ancienne habitude de meubler le silence, de remplir l'espace public avec des phrases fortes. Il regarda autour de lui. Des visages fatigués, des enfants qui revenaient de l'école, un couple qui se souriait en marchant. Il déclina poliment l'interview. « Aujourd'hui, répondit-il, je ne parlerai pas pour la presse. Je préfère écouter les gens que je viens voir. » Le journaliste eut un sourire professionnel et partit, déjà en quête d'une autre image. Alexandre marcha un moment sans savoir où aller. Finalement, il prit le chemin des quais. Là, entre deux péniches, il sortit son carnet et écrivit. Refuser la caméra, sentiment de liberté, besoin de garder la parole aux autres. Ces mots étaient simples, sans volonté de valorisation. Il les traça comme on signe un reçu. Les semaines qui suivirent gardèrent le rythme. Il y eut des succès, mais aussi des rechutes. Un jour, il oublia un rendez-vous avec une mère qui comptait sur lui pour accompagner sa fille à l'entretien d'inscription. La petite avait attendu, puis pleuré. Alexandre reçut le message tard dans la soirée. La culpabilité le saisit, lourde. Il se rendit chez elle sans mot de justification, s'excusa et, sans fioriture, proposa de remettre l'entretien à un autre jour. Et cette fois-ci, il s'y tint. La mère le regarda longuement, comme pour décider si la promesse était réelle. Puis elle sourit, petit et fragile, et la petite courut vers lui pour le prendre par la main. Ces événements, qu'on aurait dit minuscules, apparaissaient désormais comme des pierres posées sur un chemin. Alexandre continuait de remplir le carnet, non pour montrer qu'il s'améliorait, mais pour reconnaître la trajectoire. Il nota les paroles qui avaient résisté à l'usure. Écouter d'abord, demander la permission, recommencer quand on faiblit. Ces maximes n'étaient pas des certitudes immuables. Elles vibraient, se pliaient, se rompaient parfois, mais revenaient toujours au même endroit. Un matin d'automne, une lettre arriva à la permanence. Une convocation pour une réunion municipale à propos d'un projet de relogement dans le quartier. Le nom d'Alexandre y figurait, non pas par faveur, mais parce que certains habitants voulaient qu'il prenne la parole au nom de ceux qui le connaissaient. Il sentit l'ancienne peur, la scène publique, les micros, la nécessité de bien dire. Il pensa à Marguerite, à Amina, aux personnes dont les visages défilaient dans son carnet. Il prit la lettre, la plia et la glissa dans la poche de sa veste. Ce soir-là, il écrivit une seule phrase à la fin de sa page. Prendre la responsabilité de parler, mais veiller à faire parler. Il s'endormit avec la sensation qu'une route, même sinueuse, avait désormais un horizon moins mystérieux. Le lendemain, il se leva avant l'aube pour se promener. La ville, encore humide de rosée, semblait en attente comme un auditoire pressé de connaître la suite. Il passa devant le restaurant de Marguerite. La bougie à la vitrine brillait toujours, fidèle à son rôle. Elle l'aperçut par le carreau et ouvrit la porte. Il entra. Le mot qu'elle prononça, simple, sonna comme une reconnaissance. « Vous tenez bon, dit-elle. Ce n'est pas tout le monde qui tient. » Alexandre sourit, un sourire qui était moins une victoire qu'un engagement renouvelé. Il comprit que la réparation n'était pas un accomplissement ni une image à montrer. C'était une manière d'habiter le même espace que les autres, jour après jour, et qu'ainsi le monde pouvait, lentement, devenir un peu plus présentable.